Les Foins Finaux, un balado qui présente 6 entreprises agricoles de l'Estrie qui choisissent de faire des plantes fourragères pérennes. Malgré les défis, les plantes fourragères pérennes sont un atout sur ces entreprises. Découvrez-les avec nous. Je me présente, Marie-Pierre Landry, agronome chargée de projet en plantes fourragères pérennes et agriculture régénératrice au CIRC. Aujourd'hui, au balado Les Foins Finaux, je jase avec Pierre-Luc Roy de la ferme Berly, une entreprise laitière située à Odette, dans le coin de Mégantic. Pierre-Luc, je ne le connaissais pas du tout avant de commencer l'enregistrement, contrairement à la plupart des autres balados. Mais j'ai vraiment apprécié le découvrir au travers le balado. J'espère que ça va se sentir. Je pense que Pierre-Luc est très pertinent et très intelligent dans sa réflexion. Puis j'aime toujours ça, entendre un producteur qui sait ses rendements. Vous le savez maintenant, je pense. Je vous souhaite une belle écoute, puis en espérant vous donner envie d'aller visiter la belle région de Mégantic. Salut Pierre-Luc! Bonjour. Ça va? Oui. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Yes, t'es prêt pour qu'on commence le podcast? Je ne sais pas, mais on va dire que oui. On se lance. J'aimerais ça que tu commences avec une présentation de ton entreprise. Donc, je m'appelle Pierre-Luc Roy. Et après ça, pour la ferme Jean-Berly 03 Inc., on est situé à Audet, dans la région du lac Mégantic, en Estrie. On a une production laitière présentement d'environ 68 kg au jour, une production acéricole biologique de 15 000 en taille. Et on fait la culture de 335 caques, soit en fourrage ou en céréales. Donc, selon les cas, donc les fourrages pour l'alimentation du troupeau, les surplus, s'il y en a, sont à vendre. Et les céréales, généralement, sont pour la consommation du troupeau. Encore là, les surplus, c'est pour la vente à celui qui le veut bien. C'est qui est avec toi sur l'entreprise? Je suis actionnaire avec ma conjointe, Manon. Sous un pourcentage différent, mais bien ça, c'est à chacun. Puis mes parents m'ont légué l'entreprise en 2021 complètement, mais ils sont encore actifs dans l'entreprise. Donne des petits coups de main. Donne un coup de main. Mon père, il se fait un joyeux plaisir de dire qu'il est bénévole à 70 heures par semaine. J'en remercie bien. Puis ma mère est encore au niveau des comptes, de la comptabilité. Puis un petit remplacement ici et là au besoin. Parfait, ça. Étant dans la région de Lac-Mégantic, le foin doit prendre une pas pire place. Hein? Tu disais, dans les proportions, là, d'après moi, il y a plus de foin que de grains. Hein? Dans mon cas, oui, il y a plus de foin que de grains. Donc, j'ajuste mes ancrages selon la consommation du troupeau, selon mes besoins, selon les rendements annuels. Mais c'est ma culture principale ici. On n'a pas tout à fait assez d'UTM pour que je juge satisfaisant les rendements en maïs en silage, puis l'investissement aussi. Donc, c'est la raison pourquoi je suis encore... pour mes rations alimentaires en 100% fourrage. Puis, y a-tu d'autres avantages que tu vois aux plantes fourragères pérennes? Il y a plein d'avantages. Donc, c'est la tenue de la matière organique, c'est de garder toujours un sol couvert, c'est quelque chose qu'on peut semer et que c'est bon pour plusieurs années. Donc, avoir des céréales vivaces, ça serait vraiment intéressant. Ça s'en vient peut-être, mais ça, c'est une autre idée. Oui, ça se travaille. Ou mais du maïs vivace, ça pourrait être intéressant pour d'autres aussi, mais... Ça diminuerait peut-être les coûts d'ensemencement. J'ai l'impression que s'il y avait du maïs vivace, je suis pas sûre que ça serait du 2018 Non! Écoute, je te le souhaite quand même, mais c'est pas grave. Puis si on continue un petit peu avec l'historique de l'entreprise, je suis une 3e génération sur l'entreprise qui a été fondée autour des années 1950. À l'endroit ici même, il y a eu des terrains de racheter ici et là. L'érablière a grossi, les vaches ont grossi. Puis là, je m'en vais prochainement aussi d'un agrandissement de ferme, d'étables, pour passer en robotisé. Donc, la culture fourragère va prendre encore plus d'espace dans mon quotidien. Peut-être plus de défis aussi avec les conditions climatiques qui nous attendent, mais généralement, ça va assez bien de ce côté-là. Tu es en salle de traite en ce moment ou en Non, stabulation entravée. OK. Donc, on passerait en robotique. Puis le but du changement est, de se ménager nous autres mêmes. Donc, les efforts physiques qui seraient un petit peu moins réduits. C'est pas pour diminuer la charge de travail. Puis de 2, c'est pour répondre à certaines normes du nouveau code de bovin laitier. Il y a quelques ajustements à faire. OK. Donc, on a juste décidé de donner un grand coup pour s'améliorer. Ouais. T'es-tu satisfait avec ça? Tu sais, ça a juste accéléré les choses pour toi? Moi, ça l'a accéléré de 2 ou 3 ans. Le projet il était déjà en train de mijoter. Mais on l'a juste devancé. Puis tant qu'à faire
un projet, un agrandissement, mais en faire un bon et non par plusieurs petites étapes et faire du rafistolage. Oui, oui, c'est pas de rapiessage. Fait que là, l'agrandissement va être comme la nouvelle vacherie, mettons? Oui, la nouvelle vacherie, puis je garde le bâtiment existant pour mettre mes tarissements, préparation vélage, puis ma jeune relève. Parfait. Est-ce que tu as un but d'agrandir le troupeau ou tu souhaites garder la même production? Non, je vais agrandir le troupeau du même fait. Là. Donc, passer de 68 kg que j'ai aujourd'hui à 100, 105 peut-être, qui est un objectif, à mon avis, raisonnable pour un robot. Mais il faut avoir des objectifs dans la vie pour pouvoir continuer. Puis, si on n'a pas d'objectif, à mon avis, c'est pas entraînant. Puis, non. C'est de savoir. C'est comme un chemin. Puis, si on est capable de l'atteindre, c'est plus intéressant, c'est plus encourageant. Ben oui, ça te motive. Oui. Avais-tu autre chose que tu voulais présenter sur ton entreprise? Non, bon, je pense que j'ai fait un peu tous les secteurs. Ben oui, c'était une belle présentation. Je me demandais, est-ce qu'il y a une méthode, que ce soit pour semer le foin, récolter, entreposer, peu importe, qui fonctionne super bien, que tu fais juste un copier-coller année après année, parce que c'est un test que tu as fait qui... Tu dis, ben moi, ma méthode est dure à battre ici, là. Ben, je pense pas qu'il y a de méthode universelle pour tous. Ici, on fonctionne en balle ronde, dans le silage, enrubanné, en boudin. Il y a des bonnes années, des moins bonnes années. On essaye de mettre assez de plastique pour la durabilité, puis de faire des chantiers assez courts pour maximiser l'entreposage, ou la qualité de l'entreposage plutôt. Là. Donc, tout est des détails, que ce soit en silo, encore là, c'est une efficacité de chantier. Mais pour la main-d'œuvre qu'on a, on est 2 qu'on fait les fourrages, puis on est quand même bien seté. On est capable de faucher, récolter, ramasser ou transporter à peu près 12 acres par heure de travail. Donc, pour notre entreprise, tout est à peu près de la même fonction. Donc, que ce soit de faucher, on fait 12 acres à l'heure, presser ou racler, c'est à peu près tous les mêmes standards. Donc, on est capable de suivre sans se rattraper, mais sans se nuire. Selon les rendements, bien sûr, là, mais généralement, ça tourne autour de ça. Donc, est-ce qu'il y a une méthode universelle? Non. Mais pour chez nous, la balle ronde fonctionne bien. C'est peut-être un petit peu plus facile aussi en balle ronde quand on sait travailler dû aux fameuses pentes qu'on a un peu partout. Le beau terrain plat de Montérégie ou de Quatico qu'on n'en a pas. Donc, on vit avec qu'est-ce qu'on a. Mais pour ça, ça a quand même du sens. C'est drôle que tu dis que Quatico, que c'est des terrains plats. Ça me fait vraiment rire. C'est plus plat qu'ici. J'ai eu une coupe de champ en tête, là, je disais, oh, t'as moyen plat, mais je te comprends. Je regarde par la fenêtre, puis ça ferait une belle place. Ici, c'est pas si pire, mais des places pour aller glisser, j'en ai amplement. Certaines. Ou des places pour faire débouler du foin, beaucoup aussi. Je me demandais, en termes de choix d'espèces, vu que les plantes fourragères prennent tellement une grosse place, tu dois y penser certainement, de faire des bons choix puis de t'assurer que ça répond à tes besoins en termes d'espèces dans le champ. Oui, j'essaye d'avoir un fourrage qui est comme complet. Donc, tout dans la même bouchée. On prend un pâté chinois, mais avec patates, blé d'Inde et steak en même temps. Donc, il faut que ça goûte bon. Il faut avoir tous les nutriments possibles. Donc, je fais un mélange graminées et légumineuses. J'ai déjà fait plusieurs essais aussi dans le passé avec différentes espèces. La luzerne me convient plus ou moins bien selon les types de sol ou la durabilité me convient un petit peu moins. Donc, je fonctionne beaucoup avec le trèfle rouge. OK. En partenariat un petit peu avec un petit peu de trèfle blanc pour la durabilité. Et après ça, au niveau graminées, on a déjà eu du mil, du dactyle, j'ai de la fétuque, mais au final, je me suis transigé un petit peu plus vers la fétuque ou les dérivés de fétuque. Fescuelium, puis j'ai une autre plante que j'ai oubliée sur le coup, mais ça va peut-être me revenir. Ça va peut-être revenir, n'hésite pas à m'interrompre. Mais je sais qu'il y a une bonne partie de mon mélange est en fétuque. Il y en a qui disent que ça donne pas de lait, mais dans mon cas, ça me donne une fibre, ça donne une quantité d'énergie qui est adéquate. Puis je suis capable de sortir des niveaux de protéines qui sont très satisfaisants avec le mélange que j'ai présentement. Puis comment tu là, tu fais 3 coupes? Oui, 3 coupes. Généralement, on est capable de sortir 3 coupes. La 4e, c'est un peu frais. Non, souvent, les premiers gels sont au 20 septembre, donc c'est un petit peu limite. Puis les plans que tu fasses du sirop d'érable jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. Fait que... C'est pas mon intention, j'ai hâte de sortir de la cabane aussi le printemps. Je t'agace. Je me demandais, en règle générale, tu
tu tournes tes champs à toutes les combien d'années? Normalement, je fais 5 ans avec une prairie. Ok. Après ça retourne en céréales. Euh, Peut-être dans l'avenir, je peux faire 6 ou 7 ans, mais pour l'instant, c'est pas encore dans mon cas. C'est le pourcentage de légumineuses qui diminue, Ouais. puis ça devient moins avantageux pour la ration des vaches laitières. Parce que, tu sais, même à 3 coupes, le trèfle, il est quand Oui, même bien... au bout de 3 ans, il y en a beaucoup moins. Ouais, Donc c'est là, ça, le t'as trèfle très blanc bon. prend un petit peu le dessus, ça fait un tapis, il est moins présent, sauf Mhm. que on est capable d'aller chercher du bon petit foin dans le fond là, Ouais. qui est intéressant pour les vaches ou qui va apporter un peu plus de protéines. Puis est-ce que tu les traites différemment, soit dans ta fertilisation ou même dans ta régie à récolte, tu sais, c'est sûr que ton champ de 5 ans, il doit tester vraiment moins haut en protéines que Ouais, il teste un petit peu moins haut, sauf que je le compense avec une fertilisation un peu plus azotée au printemps là, Ouais. en engrais. Donc, tu réussis à aller chercher. mais je le fais souvent un petit peu plus tard pour les vaches, les vaches terries ou les préparations de village ou Ouais. les tares selon l'analyse qui va en sortir. Mhm. Mais généralement, ça fait quand même des fourrages trop bons pour les génisses ou trop bons pour les taris. Mais c'est peut-être un beau défaut, mais Ouais. ça prend pas beaucoup de concentré. T'as-tu une stratégie particulière pour tes préparations village? Non, bon, je y vais avec un cation-ion positif. Donc, c'est pas un DACA négatif comme plusieurs utilisent. Mhm. Donc, le potassium a plus ou moins d'effet dans mon cas, mais il faut quand même faire attention parce que tous mes fourrages sont trop hauts en potassium. Ouais. Donc, c'est une stratégie que j'y vais. C'est peut-être pas idéal, mais dans mon cas, ça fonctionne bien pour moi. Est-ce que tu ajustes ta stratégie autant dans la fertilisation au champ ou tu l'ajustes juste dans l'ajustement de la ration? Généralement plus dans la ration. Ouais. Mais au niveau fertilisation au champ, j'ai arrêté de mettre du potassium justement dans les cas pour pour diminuer mon potassium dans mes fourrages. Est-ce que c'est tout le temps le même champ? Tu sais, comme est-ce que tu mets plus de potassium du tout ou tu as un champ que tu sais que ça va aller, tu sais, ça va te faire du foin bas en potassium, fait que celui-là, t'en mets pas du tout? Non, j'en mets plus du tout, Du tout? nulle part. Ok. Je fais ma rotation, donc c'est toujours mes plus vieilles prairies qui vont servir à mes taris. Ouais. Puis l'apport de potassium est généralement apporté aussi par le fumier. Ouais. Donc il y a du fumier partout. Donc généralement les plantes ont tout leur potassium qu'ils ont besoin sans en mettre supplémentaire. OK, parfait. Puis est-ce que... Fait que même en termes de fumier, il n'y a pas de gestion différente pour un... Tu sais, comme tu n'as Non. pas un champ que tu identifies, lui, je vais le récolter plus tard. Non, ils ont pas mal tout du fumier égal, Ok. sauf ma terre la plus loin, que c'est de l'importation de fumier que je Ouais. viens. Donc, Mais il y en a quand même. il y a du fumier quand même. J'aime mieux travailler avec des fumiers que des engrais, donc ça donne une meilleure matière organique, une meilleure santé de sol, puis les plantes sont encore plus heureuses. Ça coûte moins cher aussi, des fois. Bon, au niveau coût, c'est encore à calculer, là. Ouais, Mais pour la vie microbienne du sol, ça le vaut. tu y crois beaucoup. J'y ouais. crois beaucoup, puis ça paraît. Donc, autant pour passer des sécheresses que des années trop humides, un peu comme l'année dernière. Mhm. Au niveau sécheresse, j'ai pas eu de perte due aux sécheresses de 2021 ou 2022. J'ai plus l'année en tête, mais à peu près personne n'avait eu de rendement. Mais ici, c'était encore vert, avec des bons rendements. Puis on y va avec l'année dernière, que c'était trop humide. Ben, il y en a qui faisaient des traces partout, s'il n'y avait pas de portance. Ici, on pouvait se promener comme si de rien n'était. Donc, Ouais. la vie du sol, à mon avis, a une bonne place dans les rendements fourragers. Puis ça t'amène une méchante résilience, de Ben, ce que j'entends. c'est une là. résilience autant au niveau quantité, d'en avoir suffisamment au lieu d'en acheter. Puis après ça, les plantes durent beaucoup plus longtemps parce qu'ils se font pas maltraiter par les passages de machinerie. Ouais. Puis par la météo aussi. Donc, Parfait, ça. C'est quoi, pour toi, les principaux défis liés à produire juste du foin, quasiment? Tu sais, j'exclus les petits grains, là, mais tu sais, t'es très dépendant de la réussite de tes chantiers de foin, on s'entend. c'est un peu, j'ai un blanc de mémoire. Non, mais c'est quoi pour toi les défis liés à... Puis tu sais, je dis la production de foin, ça peut être la production laitière, tu sais, ça Non, c'est dépend... correct. Ouais, j'ai juste eu une petite bulle au cerveau, là, c'est des choses qui arrivent. Mais qu'est-ce que je trouve le plus difficile au niveau fourrager? Ben, c'est toujours de faire le meilleur foin dans la meilleure période possible. Si on s'en va qu'une année comme l'an passé, mais c'était assez difficile de se rendre dans le champ. Donc, Ouais. il y avait quand même des limites. J'ai bien beau avoir des terrains, on pourrait dire miraculeux, mais il y a quand même des limites à tout. Donc, c'est d'aller chercher un bon rendement dans une belle qualité et dans un contexte météo favorable. Parce que ramasser du foin de la bonne qualité, mais quand il mouille assez haut, Ça se ramasse pas beaucoup, donc tu le laisses vieillir.
Et ça donne pas toujours un bon mix. Mais dans mon cas ici, je suis capable de me débrouiller quand même pas si pire, même si mes fourrages de l'an passé étaient trop humides. Je donne présentement encore du 2021. Donc je suis capable de mélanger avec des fourrages de d'autres années, puis qui vont me faire une moyenne pas si pire. Ben, il y a une bonne moyenne, je vais dire, de fourrage. Pas si pire est pas un bon terme dans mon cas, mais ça donne une bonne moyenne. Donc même si j'en ai un plus humide, je suis capable de mélanger avec un plus sec ou moins riche en protéines ou plus riche en protéines pour me faire une bonne moyenne et rester le plus constant possible à l'année pour les vaches. Fait que là, on est en janvier 2024. Oui, je donne encore du foin de première coupe 2021. T'as un bon inventaire, là. Oui, j'en ai trop. Donc, ça fait 2 ans que, par décision, je n'ai pas fait une partie de ma deuxième coupe autant de 2022 que de 2023 et je n'ai pratiquement pas fait de troisième coupe. Donc, je la coupais et je la laissais au champ faire de matière organique pour les prochaines années. OK. Wow. Puis tu veux pas faire plus de grains, mettons? Oui, c'est en transition, mais c'est aussi pour pallier des fois une année exceptionnelle que, je sais pas pourquoi, il existe plus de foin sur le marché. Donc moi, généralement, je suis encore capable, mais ça fait quelques années que je diminue mes années de fourrage. J'ai passé déjà pour la même grosseur de troupeau de 280 acres en foin et je suis rendu à 160. Fait que, tu sais, j'ai déjà eu une bonne diminution, mais il faudrait que je diminue encore. Mais là, je sais que dans un futur, je m'en vais en agrandissement de troupeau. Donc, tu sais, je ne veux pas condamner des prairies qui sont encore bonnes au niveau, rendement et au niveau qualité. Donc, j'aimais mieux tout simplement ramasser le meilleur de la première coupe. Souvent, c'est un problème de fibre et il me manque d'énergie dans mes fourrages. Donc, la première coupe est plus riche en énergie et en fibre, avec toujours une bonne protéine dans mon cas. Mais c'est de garder la pérennité de la prairie. J'en ai détruit l'an passé des prairies de 3 et 4 ans. Ça me faisait mal au cœur. Ben oui. Parce que justement, il y a beaucoup d'investissements mis là-dedans. Il y a aussi beaucoup d'amour. En tant que producteur, on met beaucoup d'amour dans nos travaux. J'aime s'entendre ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Quel agriculteur qui n'est pas passionné envers son travail. Donc, on met notre cœur et notre âme dans notre travail. Ben oui. Puis, ça doit... te sécuriser, oui, le petit coussin, tu sais, si cette année, je ne le souhaite pas, mais si 2024 est plus difficile, ben, tu peux rentrer un petit peu plus tôt dans le champ, que le stade de récolte soit plus hâtif. Tu dis, de toute manière, du stock, il y en a en masse. Puis quand je vais avoir 100 vaches puis 110 vaches, ben, de l'espace pour, mettre le fumier, puis 2, donner à manger à ces animaux-là, je l'ai aussi. Là. On n'est pas, tu n'es pas en train de chercher sans ordre dans quelque part. Là. Non, exactement. J'ai fait ça justement en 2023. Le stade des plantes n'était pas tout à fait idéal quand j'ai commencé ma première coupe, mais ça ne me stressait pas vraiment parce que j'avais pas besoin de rendement. Donc j'ai été chercher beaucoup plus la qualité. Puis dans les fenêtres qu'on avait, je savais que c'était trop tôt. Mais ça me donne du foin bonbon, on pourrait dire. Ben oui, puis tu peux le diluer avec ton stock. C'est ça, je vais le diluer avec des fois quelque chose qu'on a passé droit ou qui ne fait pas bien justement au terri ou au génisse. Oui. Je me demandais, on se connaît pas beaucoup, fait que je voulais comprendre ton processus décisionnel. Fait que quand tu décides justement, ok, je veux agrandir, je veux bâtir, je veux... c'est ça, je fauche puis je laisse le stock là, ou je fauche plus de bonheur que tous mes voisins puis tout le monde pense que je suis fou. Mais c'est quoi qui rentre dans ton processus décisionnel? C'est sur qui tu t'appuies? C'est qui ton cercle de décision? Puis comment ça se passe dans ton cerveau? C'est une grosse question, je suis consciente. Mon cerveau, il trotte souvent beaucoup. Mais généralement, c'est moi qui prends la décision. Des fois, on se fait appuyer par nos agronomes ou nos techniciens ou quoi que ce soit, mais le meilleur point, c'est d'aller voir au champ s'il y a un rendement qui te convient, s'il y a une qualité qui te convient, si les légumineuses sont rendues en bouton ou si les graminées commencent à épier. Après ça, au niveau décisionnel, c'est de regarder aussi la météo long terme. Est-ce que je vais être capable de le faire ou non? Dans les conditions que tu veux le faire. Si tu veux faire du foin sec et tu as 2 jours, ça marche pas. J'en fais pas, c'est pas même compliqué. Mais après ça, c'est de gérer avec les stocks qu'on a. Je gère quand même des gros inventaires, donc le rendement n'est pas vraiment important pour moi présentement. Je te dirais pas plus tard, ça peut devenir plus important. Ou ça l'a déjà été dans le passé que j'avais juste la quantité puis il me restait 50 balles pour finir mon année. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas aimé. Là, je gère des inventaires d'à peu près une demi-année supplémentaire, que j'ai réduit à diminuer à une demi-année supplémentaire parce que j'ai déjà eu une année au complet supplémentaire. C'est un peu plus agaçant pour savoir où stocker.
Donc, mais c'est moi qui prends la décision, justement, des fois basée sur un peu tous les facteurs qu'on est capable de voir, toutes les caractéristiques qu'on voit tant au champ ou les suivis des fois de météo. Bon, on est rendu à combien de degrés jour pour se donner un indice, mais il n'y a rien de mieux que le bon oeil et Marcher tes champs. marcher les champs. Ouais. Faut prendre le temps. Ce qui n'est pas toujours mon cas, mais il faut prendre le temps. Sinon, prenez, il y a des bolides avec 4 roues qui avancent, puis ça va un petit peu plus vite pour marcher le champ. Puis un petit drapeau. Que ce soit un kart de golf, un 4 roues, côte à côte, tout fonctionne. Choisis ton poison, quelque chose qui avance. Tu me dis que le rendement n'est pas si important que ça. Est-ce que tu le mesures, ton rendement? Depuis, si on compte pas l'année passée, c'est sûr que là, c'est un petit peu plus dur à quantifier mes rendements annuels. Mais de 2021-2022, j'allais chercher 9 à 10 tonnes à l'hectare sans faire De de matière sèche? matière sèche à l'hectare sans faire nécessairement un gros effort pour avoir du rendement. Donc j'attendais pas à faucher à la fin juillet pour être sûr qu'il y ait 8 pieds de stock. Mhm. Donc même à faire 3 coupes dans des bonnes conditions avec une belle qualité, je vais chercher du 9-10 tonnes à l'hectare de matière sèche. Ça fait que tu le mesures, ton rendement. Oui, je le mesure. C'est quoi ta En quantité technique? de balles rondes, je connais mon poids de matière sèche par Ouais. balle ronde. Donc, je totalise ça, je divise ça par mon nombre d'ancrage. Il y a des champs meilleurs que d'autres, c'est normal. Parce qu'il y en a qui ont des topographies différentes, des conditions d'assèchement différentes. Mhm. J'ai des zones inondables, qui n'est pas toujours évidente. Ouais. Mais, ou des qualités qui peuvent être différentes. Mais Fait que le nombre de balles par champ, puis tu changes ça à Ouais, l'heure ouais. qu'après. Donc, qu'est-ce qui aide aussi, je donne mes données, c'est l'application Concerto de mémoire. Collecto. Collecto. Il est même peut-être beaucoup trop, mais parce que j'ai des bons rendements. Mais, ça aide aussi à calculer vite fait nos rendements. Oui, mais ça prend des gens qui le remplissent pour qu'on ait des moyennes qui aient plus de sens. Là. C'est sûr que la financière elle se base là-dessus, donc j'augmente la moyenne. Beaucoup. Malheureusement pour les autres. Dans le coin Mais- ici, ben, j'ai pas regardé avec Mégantic c'est quoi les moyennes, mais tu sais, habituellement en Estrie, On parle de 5-6 tonnes à l'hectare, peut-être. ouais, ouais, un peu. Mettons, avec des légumineuses, on va aller frôler le 6 tonnes. Juste graminées, on parle plus de 4 tonnes. Mais, ouais, petite tape dans le dos. Ouais, une petite tape dans le dos, mais Ouais. tout ça, je pense que c'est des bons choix au fil des années. Ouais. Je dis pas que j'avais ça il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, je cherchais mon foin. Ouais. Donc, Combien tu dirais que tu faisais il y a 10 ans, mettons? J'ai déjà eu des premières coupes à un quart de tonne de matière sèche à l'hectare. Dur à payer le fioul dans ce temps-là. Non, ça revient assez cher par tonne. Ouais. Est-ce que Donc, c'est ce déclic-là qui m'a fait... Ouais. C'était probablement la prochaine question qui s'en venait. Ça fait, là, j'ai un gros problème. Donc, c'est qu'est-ce que je fais pour améliorer le problème? Mais c'est toutes sortes de décisions au fil pour améliorer justement ma qualité de sol, mon égouttement d'eau. J'ai pas nécessairement fait plus de drainage. Pour moi, le drainage n'a pas rien apporté. Mais c'est d'enlever les cuvettes dans les champs, faire des travaux de sol général, changer de compagnie de semences. Je ne mettrai pas de nom, mais ça m'a beaucoup aidé. Mais avant de changer et de vous en aller n'importe où, vous faites des tests. Prenez 2, 3, 4, 5, 6 compagnies différentes, faites chacun une bande dans les mêmes conditions. Puis dans mon cas, ça a été quand même différent au niveau des rendements de chacune, puis ça apporte des qualités aussi différentes. Est-ce que c'est facile à faire? Pas nécessairement, il faut prendre encore le temps. Je ne l'ai pas fait sur la même année, mais j'ai fait des essais au fil des temps, au fil des 15-20 dernières années. J'en ai vu, c'est pas moi qui l'ai fait nécessairement, je suis encore jeune. Mais j'ai fait l'essai de comme 4 compagnies que je me rappelle, puis je suis capable de les classer assez facilement au niveau des rendements et de la Est-ce qualité que- que ça donne. Là. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment la semence ou Non, peut-être il y a le- d'autres choses. le C'est un tout. représentant avait pas compris ton besoin? Non, je pense qu'il comprenait mon besoin, sauf que j'ai fait marcher un agronome indépendant. Ok. Puis il est allé dans une prairie de 2e année. Donc, puis là, il arrive, il dit c'est quoi que tu as semé dans ton champ? Bon, en théorie, il est supposé avoir de la fétuque, il est supposé avoir du brome, il est supposé avoir un peu de mie, puis du trèfle de mémoire. Là, il arrive, bon, il dit t'as un brome à 50 pieds. Ah, t'as une fétuque à 100 pieds, on voit une grosse touffe verte là-bas. Là, ça fait, le restant, c'est quoi? C'est quelque chose que c'est indigène puis que t'as pas semé. Fait, c'est très intéressant à savoir. Ça fait, ce que j'ai semé, ce que j'ai pris par amour pour le semer, il pousse pas. Mhm. Donc, c'est quoi mon problème? Donc, c'est là qu'il est venu à bout de tout me questionner. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Est-ce que c'était un problème de champ? Probablement d'égouttement? plein d'affaires. Mais c'est justement un tout.
Donc, ça a donné en même temps que j'ai changé de compagnie. J'applique de plus en plus de fumier, autant du mien qu'importé. J'ai été capable d'avoir des passes de fumier autant de poules pondeuses que de bovins. Je préfère utiliser le fumier pour l'apport de, pas juste de matière organique, mais de vie microbienne dans le sol. Les plantes sont heureuses avec ça, versus l'engrais chimique qui, oui, sont peut-être heureuses, mais juste le temps d'un rire. Le temps d'action. Le temps d'action de l'engrais. Donc, le coup de fouette. Le coup de fouette du printemps. Donc, c'est probablement plusieurs facteurs qui m'ont rendu où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Puis j'espère continuer dans la même voie que je le suis aujourd'hui. Ouais. Même si c'est à se questionner, même si la valeur des engrais, vu qu'elle a diminué, est pas plus intéressante que celle des fumiers. Mais je pense qu'il y a une valeur cachée à celle des fumiers qu'on ne connaît pas ou qu'on ne peut pas mettre un billet de 20$ dessus. Je pense que même, tu sais, si on compare éléments fertilisants pour éléments fertilisants, à chaque fois que moi je l'ai calculé, ça arrivait quasiment égal. Moi, j'aurais tendance à dire la même chose. Mais je peux pas. Je pense que tu as un point où est-ce qu'il y a plein de choses qu'on calcule pas, qui est dans le fumier, qui apparaît pas sur. Tu sais, qui sera jamais dans une analyse d'une poche d'engrais. Effectivement. De par l'odeur et la forme. À l'odeur, les gens l'aiment un peu moins, mais par la forme, ça rentre peut-être un peu plus dans mes poches indirectement, excusez-moi. Oui, exact. Là, évidemment, tu utilises l'application Collecto, donc il y a un calcul de coût de production qui va en ressortir inévitablement. Là. Est-ce que c'est quelque chose avant d'utiliser Collecto, est-ce que tu savais ton coût de production précisément de ton foin? Non. Puis même avant, je le calculais pas vraiment, mais je m'intéresse un petit peu plus justement au coût de production. Donc, généralement, il y a deux gros facteurs. C'est comment tu es équipé pour le faire, puis le rendement que tu en sors. Donc, ça a une grosse influence sur le coût de production. Je suis pas encore capable de mettre un chiffre sur mon coût de production, mais à compter rapidement, généralement, je suis en bas de la moyenne québécoise. Je peux pas te dire de chiffre exact présentement, mais c'est ce que je me sens. Puis, est-ce que, tu sais, quand tu vends, tu dis j'ai des surplus de foin, tu vends du foin, est-ce que tu prends en compte ton coût de production ou tu vas avec les prix du marché? Comment tu... je fais une moyenne des deux. Si on prend juste le coût de production qui me coûte ou le coût de revient à la tonne au niveau du Québec, il n'y a personne qui va en acheter. Donc, il faut suivre un petit peu le marché. C'est le jeu de l'offre et la demande. Ouais. Mais des fois, entre le produire puis ne pas l'utiliser puis le laisser pourrir coûte plus cher que de le vendre un peu à perte. Ou au moins pour rentabiliser les frais. Là. Ouais. Donc, j'espère... Normalement, j'essaie de le vendre pour rentabiliser la machinerie, le plastique, les frais de base. Ouais. Mais ça ne paye pas nécessairement l'implantation de la prairie. Ouais. Mais au moins, combler les frais de ramassage puis de plastique, c'est le gros minimum. Sinon, j'aime mieux le garder puis le mettre en inventaire, le stocker puis l'utiliser plus tard. Puis quitte à en faucher, même si ça me coûte un petit peu quelque chose les années futures. Est-ce que d'utiliser l'application Collecto, t'as hâte de savoir ce chiffre-là ou t'es content que ça vienne avec sans plus? Je suis content que ça vienne avec. Ça permet de le calculer rapidement. Ouais. C'est tout le temps le fun de voir nos propres résultats. On s'est amélioré, on a-tu détérioré. Puis c'est de... Sans savoir pourquoi, mais c'est au moins avoir la réflexion du pourquoi que j'ai du changement d'une année à l'autre. Donc, est-ce que j'ai fait un bon coup, un mauvais coup? Si c'est stable, c'est que avec des conditions stables, c'est généralement c'est correct. Si on repense à 2023, j'ai une baisse de rendement ou on peut mettre ça facteur de météo, mais si c'est pas la météo et on a des années stables, c'est de trouver pourquoi pour chercher toujours à s'améliorer. Ouais. Est-ce que quand tu as eu les questions à l'avance, là, mais quand tu as vu les questions sur le bon coup puis le moins bon coup, la bonne année, la moins bonne année, qu'est-ce qui t'est venu en tête? Au niveau du moins bon coup, c'est justement qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver à des rendements médiocres. Donc, c'est quoi les facteurs? Puis le bon coup, je peux dire aujourd'hui que mes changements que j'ai apportés depuis ces années-là, ça a été un bon coup. Donc, tout au niveau fumier, travail de sol réduit ou au semi-direct. Donc, j'ai rendu à même à faire mes implantations de prairies semi-direct. J'ai fait des essais. C'est pas optimal. Peut-être que je vais retomber au conventionnel. Mais tout ce qui est au niveau céréales, c'est tout en semi-direct. C'est encore à voir. Puis, les conditions de fauche, les rendements, les choix des espèces fourragères
Donc, à mon avis, c'est tous des bons coups que j'ai faits, mais c'est pas juste un bon coup qui fait une réussite. Donc, souvent, c'est plusieurs bons coups qui font que j'en suis rendu là. Donc, puis même dernièrement, même si j'ai une solution gagnante, j'ai été, pour le plaisir, essayer d'autres compagnies fourragères, mais voir est-ce que c'est encore bon mes choix que j'ai faits. Pour le plaisir. Il y avait une petite différence, mais quand même négligeable, que ce soit une compagnie ou une autre. Ben là, sur deux compagnies, c'est peut-être un petit peu difficile à quantifier. Celle du voisin est meilleure, mais c'est encore pour vérifier si tout est correct. Puis est-ce que mes choix sont encore justifiés aujourd'hui avec les nouvelles espèces ou des nouveaux cultivars. Donc, faut que je me garde souvent un budget développement ou essai, que ce soit autant acéricole, dans le boisé un peu moins, mais au niveau des champs ou au niveau des vaches. J'aime ça faire des essais tout simplement dans peu importe le secteur que je suis. C'est ça qui m'apporte à m'avancer puis à me questionner encore plus. Est-ce que tu te fais aider dans ces essais-là? Est-ce que ce soit un agronome indépendant, un club ou peu importe, de prendre, de le mesurer, puis de le comparer, de faire un témoin, de t'assister dans tes généralement, patentes? je le fais beaucoup par moi-même si je suis pas capable de le faire ou tout simplement, je lance l'idée des fois au consultant qui est avec moi selon le domaine, que ce soit en alimentation. Justement, dernièrement, j'ai du sucre en stock. Je trouve qu'il manque un peu d'énergie, puis elle me dit que je suis limite en amidon, j'ai mon maximum d'amidon. On va essayer sur un peu de sucre. Ça fait, gars, je l'ai déjà, il n'est pas perdu. Elle est là-dedans, puis elle est là pour le quantifier, pour le vérifier après. Donc ça, c'est un des derniers tests que j'ai fait, puis ça a été concluant. Dans mon cas, il manque de sucre dans mon alimentation. Donc c'est un choix qui va considérer aussi mes prochains choix de cultivars, aller chercher des espèces qui sont un petit peu plus sucrées, Des temps de fauche. ou des temps de fauche plus opportuns pour améliorer ce critère-là dans mon alimentation. Que ce soit au niveau champ, j'ai fait des essais. Dans les premières années, on a déjà fait des essais de semi-direct. Le club Agro de l'Estrie m'a aidé là-dedans, qui était soit partiellement subventionné. Je fais des tests aussi par moi-même, que soit visuellement, où je le teste, ou on est capable de le voir, les résultats, soit en quantité de balles, justement. Tous mes choix ont été faits un peu avec ça. Mais la majorité des fois, il y a quelqu'un qui est au courant de mes projets, qui peut m'aider ou qui va des fois changer un petit peu ma façon de prendre mes décisions. Mais c'est toujours bon de bien s'entourer, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes idées. Puis on peut se planter, même des fois si on pense qu'on a la meilleure idée, mais avoir une deuxième opinion, ça fait pas de temps. Je pense que tu as un bon point. Puis une entreprise laitière de la grosseur de la tienne, ça reste une entreprise qui est complexe, puis que tu peux pas connaître l'ensemble du secteur avec beaucoup de précision. Ça te prend des gens de chacune des branches de ton entreprise sur lesquelles tu peux t'appuyer pour juste valider des fois. Hey, là, j'ai-tu bien compris? Là? On s'en va-tu dans la bonne direction? Je fais-tu bien de m'en aller vers là? Oui, pour telle raison. Parfait, merci, on s'en va par là. Je pense que le succès ou la pérennité puis la résilience d'une entreprise va, surtout ces temps-ci, va résider vraiment vers comment est-ce que vous vous entourez, les gens à qui tu as confiance, puis les gens à qui tu vas demander, des gens qui vont comprendre ton cerveau, comment il marche, puis c'est quoi qui est important pour toi, puis qui vont considérer ça donner leur opinion, c'est important. C'est vrai, puis je me l'étais fait dire le temps que j'étais aux études, ça date pas quand même très longtemps, mais ça a quand même une quinzaine d'années. Puis le meilleur agriculteur, c'est pas lui qui va aller faire un baccalauréat ou un doctorat, c'est celui qui va être le mieux entouré. Je le vis présentement avec mes projets de construction. J'ai des gens que je me suis entouré pour parler d'un plan, puis d'aller chercher les points forts de tous, que ce soit en bien-être animal, en robotique ou en gestion de fumier, mais chacun avait son point à mettre pour que ce soit le plus agréable à travailler dans un bâtiment. Mais à mon avis, la vie d'agriculteur est la même chose, c'est d'avoir l'équipe qui nous entoure pour tous nos domaines, que ce soit au niveau vétérinaire, conseiller en alimentation, conseiller au champ. Dans mon cas, j'ai des conseillers acéricoles, donc avec le club acéricole du Granit. Donc, c'est d'aller chercher la meilleure équipe pour soi, parce qu'on ne peut pas être bon partout. On ne peut pas tout connaître. Puis c'est de s'entourer des personnes qui connaissent mieux leur domaine pour nous aider dans notre entreprise. Puis à un moment donné, tu voudrais visiter 100 étables cet été. Tu n'auras pas le temps de visiter ça. Puis les conseillers, tous ces conseillers-là, à la gang, ils en ont visité pas mal plus que 100 étables. Effectivement. On peut aller donner
notre avis. Ben, on sait ce qu'on veut, on peut en visiter 100, mais chaque producteur a sa façon de penser, Ouais. sa façon de voir les choses, a un objectif différent. Donc, on peut pas tout prendre l'objectif de tout le monde et dire « Hey, ça va être mon objectif », c'est impossible à réaliser parce qu'on a toutes nos propres conditions à faire. Mais oui. Dans encore là, tous les secteurs, je pourrais dire au niveau laitier, hey, j'aimerais ça faire 2 kilos de gras par jour. On sait bien que c'est impossible, mais dans mon cas, c'est pas mon objectif. Mon objectif est d'avoir quelque chose de réaliste que je suis capable d'atteindre, puis un coup que je l'ai atteint, je peux changer d'objectif ou l'améliorer encore. Donc c'est encore là de se re-questionner, mais qu'est-ce que je pourrais améliorer pour y arriver? Ouais. Même chose au niveau des champs, là, on a parlé tantôt que j'avais du 9 à 10 tonnes de matière sèche à l'hectare. Mais qu'est-ce que je peux faire pour, soit garder mes rendements, ou 2, est-ce que je peux m'améliorer ou diminuer mes coûts? C'est toutes des questions qu'on peut apporter pour... C'est ça, on veut tous avoir des entreprises viables, familiales, sans travailler comme des débiles non plus. Là. 100 heures par semaine, c'est le fun d'en faire une semaine ou 2, mais pas à l'année. À un moment donné, il y a une limite. Ouais. C'est justement. Ce serait le fun de faire des beaux petits vieux. Ouais, je sais pas comment je vais être vieux, comment que je vais être, mais que je sois vieux, mais j'essaie de m'améliorer la qualité de vie. C'est mieux de s'en aller en s'améliorant d'habitude. Je me demandais, tu sais, t'es né sur la ferme, est-ce que tu as un souvenir, soit qui date de très longtemps, ou un souvenir plus récent dans ta vie d'adulte, qui a un lien avec le foin, puis qui te confirme en fait que tu fais de la bonne job dans la vie, là? C'est tous les sentiments qui peuvent être, ou les images qu'on peut se faire, les belles images, ou les beaux clichés photos qu'on se voit. Là, très l'amour est dans le pré, là, ouais. On pourrait dire, là, mais je le fais aussi avec mes enfants, mais je l'ai fait quand j'étais plus jeune. On fonctionne au ballon d'aller s'asseoir sur une ballon dans le milieu du champ, puis de voir qu'est-ce qui nous entoure, de voir le travail, puis de sentir l'odeur qui vient avec les plantes fourragères. Puis je le fais encore même, je rouvre un nouveau boudin, je le rouvre, là ça sent la bonne ensilage fermentée, j'ai fait « ça va être bon ». Beau travail. Beau travail. Puis je le fais même avec mes enfants, c'est de prendre 5 minutes, aller passer un petit peu de temps, ils sont assis sur la balle, on regarde partout, puis ils disent « papa » ou... Ouais, voir le paysage, prendre 2 minutes. Ou tout simplement apporter nos propres enfants dans ce qu'on fait, puis de donner cette passion d'agriculture-là à une nouvelle relève ou à une nouvelle génération. Je pense que ça va être un défi aussi plus tard. Il y en a qui vont avoir plus de facilité que d'autres. Mais on s'en va dans un monde où est-ce que les gens oublient l'agriculture, que la bouffe n'est pas en épicerie, mais est bien cultivée par des personnes qui ont le cœur à l'ouvrage. Oui, puis l'agriculture, les gens qui travaillent en agriculture, ils représentent de moins en moins un gros pourcentage de la population. Fait il y a de moins en moins de gens qui connaissent quelqu'un qui connaît un agriculteur. Tu sais, là, on est rendu très loin. Là. Je pense qu'on recule de 50 ans, tout le monde avait un oncle, une tante. Il y avait quelqu'un de très proche d'eux qui avait une ferme. Puis là, on a de la misère à trouver 4-5 liens avant d'avoir une ferme rattachée à un citoyen. Là, c'est important, je pense, de leur faire voir ça, que ça pousse dans le champ ici. Puis, c'est quelque chose que j'aime faire, de conscientiser la population générale. Tu sais, je le fais pas via les réseaux sociaux, mais ça m'arrive de temps à autre de parler avec une personne qui connaît moins le milieu agricole, puis là, je fais part de ma passion, puis il fait « c'est intéressant, je connais pas toutes vos difficultés. Ouais. Tu sais, vous semblez avoir une belle vie, c'est passionnant, c'est... » Donc, il y a des beaux côtés, je pense que c'est mieux du direct, personne à personne, donc c'est plus facile de transmettre une passion que de parler aux fameux TVA nouvelles je sais pas, là, c'est un exemple que je donne comme ça, mais on n'est jamais très très valorisé. Donc je pense que le meilleur contact, c'est comme autant dans le marketing de personne à personne. Je pense qu'en agricole, pour faire valoir notre métier, c'est encore de personne à personne. Je pense que notre devoir est fait si on prend 1, 2, 3 personnes par année puis qu'on donne notre passion agricole à quelqu'un qui ne connaît pas ça. C'est à petits pas qu'on réussit à faire des grandes choses. Donc, c'est dans tous les domaines qu'on est capable de faire ça, mais un petit pas de plus vers la Lune, mais je pense qu'il faut avoir une petite bouchée. Une petite bouchée pour continuer à transmettre notre passion, puis de continuer à ce que les gens comprennent c'est quoi l'agriculture, puis qu'ils voient l'importance de ça dans un si grand pays. Pierre-Luc, le podcast il achève. Hein? Je me demandais pour ma 2e saison des Foins finaux.
toi, c'est qui que tu aimerais entendre? C'est quoi que tu voudrais entendre dans un épisode de podcast sur le foin? C'est sûr que ça reste une très bonne question. Je suis curieux de nature, j'aime ça d'entendre de toutes les facettes, toutes sortes de façons de faire. Il y en a qui ont des bonnes façons, il y en a qui ont peut-être des moins bonnes, mais on s'améliore toujours à entendre soit les bonnes ou les moins bonnes façons, puis aller chercher les éléments que chacun pourrait tirer en bénéfice, puis voir si ça s'applique chez moi ou non. Sinon, ça serait le fun aussi de voir toutes les avancées qui peuvent se faire au niveau des plantes fourragères. Y a-t-il quelque chose qui peut être plus intéressant chez nous? Des nouvelles espèces. Je sais pas, moi, je lance ça en l'air. Il en sort. Ouais. C'est des choses que je suis curieux d'essayer, mais qu'on voit pas toujours passer parce qu'on a nos fournisseurs, puis c'est pas nécessairement nos fournisseurs qui apportent les nouvelles espèces. Donc, c'est d'aller chercher de la nouveauté, puis ou des pratiques culturelles différentes. Des bébites qui essayent des affaires bien pointues. Des petits détails qui piquent ma curiosité puis que je voudrais essayer chez nous. Hey, écoute, je vais essayer de trouver quelqu'un comme ça. Je devrais, à date, je m'enligne tout le temps pour des gens qui font les affaires un petit peu différemment. Fait que probable que je vais continuer sur ce lancer-là. Puis à la saison 2, s'il y a saison 2, on ira chercher quelqu'un qui fait les affaires un peu différentes. Super, ça. Hey, merci de t'être livré comme ça et d'avoir participé à la première saison des Foins Finaux. Ça fait plaisir. Merci Pierre-Luc. Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du volet 3 du programme Prime Vert. Merci à l'Union des producteurs agricoles de l'Estrie. Merci au Conseil québécois des plantes fourragères d'appuyer notre projet.